Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Je suis ravi de me trouver en si bonne compagnie pour pouvoir évoquer, cette fois sans censure, le débat nécessaire de la liberté d'expression, de la censure et de la judiciarisation de la politique en France, alors que plus personne ne semble sérieusement vouloir d'une liberté d'expression pleine et entière chez nos élites et que le phénomène de gouvernement des juges prend de l'ampleur. Nous allons analyser ces enjeux avec donc 5 participants à ce panel. Je suis moi-même d'ailleurs intéressé à titre personnel, étant également donc affecté par la judiciarisation du débat public. Donc cette table ronde est intitulée « Liberté d'expression, censure et judiciarisation de la politique ». Je vais donc tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le premier intervenant de ce panel. Honneur au doyen de cette assemblée, que je ne présente plus, enfin un peu quand même. Il a écrit pour une dizaine de journaux. Il a été le rédacteur en chef de L'Orient le Jour, puis de François. Depuis les années 2010, il est devenu une figure majeure de la liberté d'expression, invitant sur Sud Radio, où il officie ceux que l'on censure ailleurs. En janvier 2016, il fut le premier et le seul, à ma connaissance jusqu'à ce jour, journaliste français à s'entretenir avec Donald Trump et fut l'un de ses principaux soutiens en France. Mais pas seulement. Pendant le confinement, il a donné la parole à ceux qui contestaient la manière dont la crise et l'information avaient été gérées par le gouvernement. Il a écrit et publié 45 ouvrages, rien que ça, dont Donald Trump ou les raisons de la colère, puis le retour des peuples. Je vous demande de l'applaudir bien fort et de l'accueillir. Il s'appelle André Berkoff. Alors, mon cher André, je vais te demander de t'installer. Tu as un micro à ta disposition. Alors, je vais tout d'abord, si tu le veux bien, tu peux rester debout, assis comme tu le souhaites, te poser une question très simple. Tout d'abord, comment tu expliques, toi, l'affaiblissement de la liberté d'expression, justement, au pays de Voltaire et des droits de l'homme ? Je vais dire que c'est lié un tout petit peu à ce qu'on a entendu un peu précédemment. Vous savez, je pense que faut dire ça, et ça date de millénaires. Le pouvoir, tout pouvoir, qu'il soit de droite, de gauche, etc., n'est pas un pouvoir condamnable, mais quand il glisse vers la conviction qu'il est le camp du bien, et que lui sait ce qui est bon pour vous, pour nous, le peuple, mieux que ce que le peuple pense. Quand il dit, voilà, moi je sais ce qu'il faut, et quand il entend des voix dissidentes, des voix qui ne sont pas d'accord, des voix qui posent des questions, quand ce sont des vrais démocrates, ils acceptent le jeu. Mais quand ils commencent à osciller en disant « mais écoutez, vous nous embêtez beaucoup », eh bien, il fait ce qu'on appelle le management par la peur. Et les 3 narratifs que nous avons eus récemment, depuis le Covid, mais on peut parler de Russie-Ukraine, on peut parler de ce qui se passe au Proche-Orient, on peut parler du réchauffement climatique, etc., il y a derrière tout ça cette tentation de dire « attention, attention, vous êtes en danger si vous ne nous suivez pas ». D'où cette espèce de censure sur la liberté d'expression qui est qu'au fond, oui, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce pour de bonnes ou mauvaises raisons? Et là entre effectivement toute la problématique médiatique et la problématique des champs. Et je dis toujours que le problème n'est pas la liberté d'expression, tant que les moyens d'expression de la liberté. Et quand on commence de s'auto-censurer, et quand on commence de se dire « attention, si je dis ça, ça va aller vers quoi ?» Et on l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour la guerre Russie-Ukraine, on le voit aussi pour le Proche-Orient, on le voit encore une fois pour le climat. Je crois qu'il y a un problème avec la liberté, qui est que la liberté est indivisible. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Ça ne veut pas dire qu'on peut accepter des appels au meurtre ou à la haine. Mais on les combat comment ? Par les sanctions, la judiciarisation, on va en parler, par tout ce qu'on peut utiliser. Et les armes de la démocratie, elles existent. Mais le problème n'est pas que de casser les armes de la parole, parce qu'après qu'il n'y a plus que la parole des armes. Donc le vrai problème de la liberté, c'est que on doit avoir question à tout. Vous voyez, moi, quelqu'un qui dit « moi j'ai réponse à tout, je peux vous donner réponse ». Non, il n'y a pas, personne n'a réponse à tout.
Mais le premier des devoirs du citoyen, homme ou femme que nous sommes, c'est d'avoir question à tout, d'avoir ce qu'on appelle l'esprit critique. Et encore une fois, vous avez, de par le monde, aujourd'hui, hier et hélas demain encore, des gens qui ne veulent pas qu'on développe l'esprit critique. Des gens qui font comment? Alors il y a trois solutions. Il y a la répression. Ça, vous savez, je vais être très vulgaire, c'est les dictatures, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Mais en fait, ce qu'il y a surtout, c'est que cette liberté d'expression, cette nécessité de la liberté d'expression, elle va aussi par le silence, l'omerta. C'est-à-dire que, en fait, oui, vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de parler, mais où? Ah, ben écoutez, chez nous, non, on peut pas, vous comprenez, on a une ligne, on peut pas. Et ça se passe partout. Il y a un exemple formidable aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont quelque chose de formidable, vous savez, c'est the First Amendment. La liberté d'expression est le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe pour le Covid, ce qui se passe pour les réponses, c'est aux États-Unis que ça se passe surtout. Et c'est pour ça qu'il faut aussi rendre hommage aux États-Unis, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses. Mais nous, en France, il y a un problème, on le sait très bien, dans un certain nombre de médias, dans un certain nombre, si vous voulez, de moyens, de véhicules de la liberté d'expression, c'est que si je hurle dans le vide, oui, c'est très bien, mais qui m'entendra? Donc, il faut développer à mort l'esprit critique. Et chez nous, on l'a vu, encore une fois, il y a sur les sujets comme la santé, des sujets comme les guerres, etc., eh bien, vous avez des chaînes de télévision, on ne va pas les nommer ici, vous avez une parole officielle qui pendant très longtemps, et je vais vous raconter, moi, une chose. Il y a 3 ans, j'étais sur LCI et je parlais un peu des victimes du Covid, de l'âge 84-85 ans. Je disais, mais attendez, il y a vraiment des questions. Et un docteur, le docteur Karine Lacombe, pour ne pas la nommer, a dit, ah, encore un conspirationniste. C'est-à-dire que qui veut accuser son chien, qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage, et on vous dit oui, conspiracy. Et on a vu ce que ça a donné, conspiracy. Voilà, la liberté, elle est indivisible. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, écoutez, à un moment donné, ça glisse vers un totalitarisme soft. Non, c'est pas la dictature, c'est pas la Gestapo qui va venir frapper chez vous à 6 heures du matin, mais on va vous écarter. On va vous mettre en dehors. Et c'est ça sur lequel et contre lequel nous devons tous, aux États-Unis, en Occident et en France, lutter. Parce que l'Occident a inventé la liberté d'expression, il ne faut pas qu'il la perde. André, on parle beaucoup, on peut l'applaudir, on parle beaucoup des spécificités de la montée de cette censure en France, mais il n'y a pas que notre pays qui est touché. Il y a quelques petits problèmes maintenant aux États-Unis aussi, je crois, non? Ah, écoutez, moi j'ai été extrêmement frappé, je ne sais pas. Là, je pense que nos amis américains qui sont là ont suivi. Mais il y a une histoire que je voudrais vous raconter. Elle s'est passée il y a quelques années, mais elle est toujours là. En fait, c'est Tucker Carlson, vous savez, qui était avant à Fox News et qui est maintenant chez X, Twitter, a interviewé, il faut que je vais vous retrouver le nom, a interviewé, comment il s'appelle, Doug, un certain Doug, enfin, je vous raconte l'histoire. Il disait ceci, ce monsieur, en 2016, au moment de la campagne présidentielle de 2016, poste un tweet qu'il n'avait pas fait lui-même sur Hillary Clinton, en disant simplement, pour voter Hillary Clinton, c'est très simple, vous pouvez voter de chez vous. Ce qui évidemment ne veut rien dire. En revanche, ce qu'il y a eu, c'est que donc, il fait ce poste, etc., et on lui dit, mais c'est pas vrai. Et 4 ans après, c'est-à-dire au moment de la campagne Trump-Biden, il y a des policiers, une semaine après que Biden est élu, des policiers, le FBI arrive chez lui, tape à la porte, il dit, vous avez une plainte, vous avez empêché, il y a 4 ans, c'est-à-dire il se réveille au bout de 4 ans, des Américains de voter pour Hillary Clinton à cause de votre tweet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en procès, il risque 10 ans de prison pour avoir posté un tweet qui n'était pas de lui, qui est une espèce de plaisanterie, qui n'est peut-être pas de bon goût, mais voilà. Donc, ça veut dire simplement que le danger de vraiment d'avoir des gens qui ne pensent qu'à une chose, et je ne parlerai pas de l'identité numérique, je ne parlerai pas de M. Thierry Breton, commissaire européen, qui dit à Elon Musk, le fondateur, le propriétaire de X, attention, on va vous mettre des observateurs, des influenceurs de contrôle, des contrôleurs d'influence. Contrôleurs d'influence.
Ça veut dire quoi, ça, ces contrôleurs d'influence? C'est absolument... Qui va décider de qui va contrôler quoi? Il est là le problème. Merci beaucoup André Berkoff, on peut l'applaudir.